Alors, je vais commencer par faire un commentaire sur la très belle présentation sur la fibre. Il y a un type qu'on a appelé The Hemp Emperor, après l'empereur de hemp, l'empereur du champ. Vous savez, il y a une vieille association américaine, je crois qu'elle existe toujours, Béchir m'avait dit qu'elle battait de l'aile, qui s'appelait Hemp. Help and Marijuana Prohibition, ça fait hemp. Oui, donc il y a un garçon qui s'appelle Jack Herer, hein, qui était un type issu des classes moyennes, plutôt réac. À l'époque, il avait voté pour Barry Goldwater, je crois à l'élection présidentielle de 64. En 71, il a divorcé et sa nouvelle petite amie lui a fait fumer du cannabis. Et sa vie a changé. Sa vie a changé au point qu'une dizaine d'années plus tard, tout le monde l'a, ou à peu près tout le monde l'a considéré comme fou, puisqu'il disait « le cannabis va sauver le monde ». Alors, il a peut-être un peu exagéré. Il avait beaucoup d'espoir dans les utilisations de la fibre, mais lorsqu'on entend le docteur Gérard Guerriero, j'espère que je prononce bien, ben on se dit qu'il n'avait peut-être pas complètement tort et que décidément, pour reprendre le tout début de ma présentation de ce matin, la fibre, le médicament et la drogue restent très profondément entremêlés. Le deuxième commentaire que m'inspire la journée, c'est qu'il faut s'attendre dans des délais relativement brefs à ce que plus de THC, moins de CBD, plus de CBD, moins de THC, CBD, THC, THC, CBD, tout ça s'arrête, en tout cas tout ça se complexifie, parce qu'il y a un très grand nombre d'autres substances, cannabinoïdes, terpènes, flavonoïdes, dont on va de plus en plus étudier les propriétés, et nul doute que ça va nous réserver des surprises. Et c'est ça, finalement, le plus étonnant, c'est que ceux qui sont violemment opposés, par exemple en France à l'Académie nationale de pharmacie, aux cannabinoïdes en médecine, ils n'ont même pas compris que les cannabinoïdes en médecine, c'est une des voies royales pour les neurosciences. Alors, je ne vais pas vous faire un long développement parce qu'il est tard, mais dans la phylogénèse, dans l'évolution des espèces, le système endocannabinoïde, il est présent il y a très, très, très longtemps. Manifestement, c'est un des systèmes les plus anciens et les plus importants de gestion de toute une série de fonctions essentielles à la vie. Et j'avais parlé de cet essai clinique de Rennes qui s'est si mal terminé, puis il y a quand même un volontaire sain qui est mort, et ça signifiait qu'on sait encore bien peu de choses là-dessus et qu'on ne peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi et d'être trop pressé, parce qu'il y a de nouveau des essais avec des inhibiteurs de la FAH, sauf que ce sont des essais qui sont faits beaucoup plus prudemment. Donc, si je reprends rapidement, on a eu un exposé sur l'utilisation du CBD dans la schizophrénie. Alors là, je vais faire un commentaire évident, hein. C'est que, sans être obsédé par le CSST, par la NSM, encore que je crois qu'ils peuplent mes nuits, parce que les nuits, je vois des sortes de spectres terrifiants, et je me demande si c'est pas eux. Mais en tout cas, le CSST et la NSM n'ont absolument validé aucune indication dans le champ de la psychiatrie et dans le champ de l'addictologie, et je trouve ça extrêmement dommage. Et puisque, ah ben voilà, c'est génial, voilà, symptômes de sevrage d'alcool et d'opioïdes, en tout cas, moi, ça m'intéresse énormément, l'utilisation du cannabis à des fins médicales dans l'addiction à l'alcool. On a eu un autre exposé sur le THCV, sur le cannabigérol,
Et puis, on a eu aussi un exposé sur le PEA. Donc, à l'évidence, le spectre des cannabinoïdes ou des substances extraites du cannabis, quelle que soit la catégorie, ça va s'élargir de plus en plus. Et je reste absolument convaincu que les découvertes sont devant nous. Alors évidemment que c'est un tournant fondamental, à la fois l'isolement du THC en 64 et les travaux sur le système endocannabinoïde depuis le début des années 90, mais je crois qu'on a encore énormément à apprendre. Béchir Bouderbala nous a montré combien le droit intervenait dans toute cette histoire, et c'est vrai que la question, alors le CSST n'avait pas à en discuter, mais la question de savoir ce que vont devenir les personnes qui vont entrer dans l'expérimentation quant à la possibilité ou pas de conduire un véhicule, quant au fait d'avoir des soucis avec la police et la justice, cette question va nécessairement se poser. Et donc, il va falloir nécessairement modifier la loi aux marges pour que cette expérimentation sur le cannabis et les cannabinoïdes thérapeutiques puisse avoir lieu. Et puis, voilà, on a eu une dernière présentation que d'abord, qui je trouve est assez émouvante parce que votre trajet, madame, je ne sais pas où vous êtes, force l'admiration. Et ensuite, parce qu'on voit bien que tout ça est essentiellement issu de la pratique. Moi, je suis un clinicien. Les essais cliniques, malheureusement, je ne connais pas très bien. Et le travail scientifique, je le lis, mais je ne le produis pas. Et ce que vous avez raconté était d'autant plus intéressant que manifestement, c'était tout à fait adossé à la pratique. Et c'est pour ça que je trouve que cette liste d'indications, elle est particulièrement intéressante. Écoutez, je ne sais pas si je peux vous dire beaucoup d'autres choses. Je suis absolument persuadé qu'on est à un tournant concernant le cannabis. Beaucoup de gens le pensent, hein. L'Uruguay a légalisé le cannabis récréatif le premier, alors que ce soit un pays d'Amérique du Sud, c'est pas par hasard, parce qu'effectivement, ce qu'on appelle les externalités négatives de la prohibition, ça frappe les pays d'Amérique du Sud avec une violence dont on n'a pas idée, hein. Je pense en particulier à ce qui se passe au Mexique, et à un écrivain américain qui a écrit 2 livres formidables. Le 3e sort en octobre, là. C'est une trilogie. 2 livres formidables, La griffe du chien et Cartel, sur les trafics, en particulier de cocaïne, entre le Mexique et les États-Unis, et ça donne une idée du niveau incroyable de violence dans ces pays. Parce que, qu'on le veuille ou non, la question du cannabis thérapeutique et la question du cannabis récréatif ne marchent pas du même pas, mais en tout cas vont dans la même direction. J'entendais un politiste américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Ethan Nadelman et qui disait « Lorsqu'on voit un papy ou une mamie de 75 ans, c'est-à-dire qu'à 50 plus que moi, lorsqu'on voit un papy ou une mamie de 75 ans qui consomme, quelle qu'en soit la manière, du cannabis, c'est une image du cannabis et surtout de ses consommateurs qui est relativement différente de celle qu'on a habituellement, c'est-à-dire des gens, il suffit de penser à Bertrand, quoi, des gens relous, avec des boucles d'oreilles, des tatouages et des choses comme ça. Eh ben non, il n'y a pas que, il y a des papis et des mamies qui consomment maintenant du cannabis. Et vous savez, par ailleurs, c'est assez rigolo que dans les études qui sont faites sur la consommation de cannabis, alors cette fois-ci, en général, le cannabis social, comme dit Béchir, le cannabis récréatif ou le cannabis je ne sais pas comment, eh bien, qui consomme beaucoup, c'est les très jeunes et les vieux. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'en gros, quand les gens sont vraiment au mi-temps de leur carrière, entre 30 et 50, ils ne fument pas trop quand même. Mais les jeunes fument, trop, c'est clair, et les vieux fument, trop aussi. J'en sais quelque chose. Non, qu'est-ce que je raconte ? En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai vraiment passé une très bonne journée. Et je crois qu'à moins de continuer à vous raconter des bêtises, je vais m'arrêter là et je vais dire haut les cœurs
pour la suite. Merci. Merci Bertrand. Donc on va clôturer le colloque maintenant. Alors petite Béchir, tiens, tu peux venir puisque tu as vu la dernière communication du CSST. Là, ils ont publié à l'instant, il me semble, leur dernière recommandation. Donc tu vas nous dire vite fait 5 minutes. Du coup, j'ai l'impression de bosser pour BFM. Alors l'information est tombée il y a 30 minutes. Déjà, alors il y a une information essentielle, c'est que Carpentras, la ville de Carpentras, je sais pas où moi je ne sais pas la positionner sur une carte, enfin si, maintenant j'ai appris, est en trending topic world parce que Carpentras est à 44,3 degrés, ce qui fait que c'est le record historique de température de chaleur en France. Et ça, c'est quand même une information essentielle, plus que le CSST. Maintenant, pour parler de l'Agence du médicament... Mais tu connais très bien cette ville. Bon, merveilleux, Bertrand. On n'ira pas ensemble là-bas parce que je ne sais pas la positionner. Je te dis, c'est la galère. Je suis sûr qu'il n'y a même pas de train là-bas. Non, très sérieusement. L'Agence du médicament vient de publier les dernières conclusions du comité scientifique. Donc, pour rappel, le comité scientifique spécialisé a été créé le 10 septembre dernier par le ministère de la Santé. Et il réunit 13 experts, 6 femmes et 7 hommes, qui sont issus de différents domaines d'expertise en termes de médecine et qui donc ont travaillé pendant près de 10 mois sur la préparation d'une filière, d'un programme médical en France. Ce comité a auditionné un certain nombre il a auditionné tout le monde. Donc l'Agence du médicament a fait un travail extrêmement intéressant en termes de transparence, de profondeur. Ils ont vraiment rencontré tout le monde. Bertrand y était avant-hier, dans une audition qui était d'ailleurs extrêmement intéressante et que vous pouvez retrouver sur YouTube parce que la transparence fait qu'on peut retrouver les auditions sur YouTube maintenant. Et donc les dernières conclusions ont été rendues il y a quelques minutes, vraiment. Alors, quelles sont ces conclusions ? D'abord, sur les indications thérapeutiques. Les 5 indications qu'on a évoquées ce matin sont retenues. Donc c'est les épilepsies sévères infantiles principalement, les douleurs neuropathiques réfractaires au traitement accessible, le support en oncologie, les soins palliatifs et les scléroses en plaques et autres indications autres maladies issues du système nerveux central. Donc les indications sont retenues. Les malades qui vont vouloir participer à cette expérimentation devront justifier d'abord d'un échec thérapeutique ou d'une pharmacorésistance. Ça, c'est une condition qu'ils viennent d'ajouter. Évidemment qu'on a critiqué auprès de Libération parce qu'on considère que déjà les conditions sont restreintes, le nombre de patients est restreint, et en plus il va falloir que les malades justifient qu'il y ait déjà eu un certain nombre de traitements, etc. Ça, c'est pour les malades. Ils seront, pour le moment, ce qui a été indiqué, les chiffres qu'on a reçus, c'est quelques milliers, et donc ce sera pendant 2 ans. Pour les médecins maintenant, quels médecins pourront prescrire ? Les médecins qui pourront prescrire, c'est les médecins des centres de référence de ces indications, c'est-à-dire les centres spécialisés dans la douleur, les centres spécialisés dans les épilepsies par exemple. Et donc ces centres, tous les médecins qui y participent peuvent se porter volontaires pour l'expérimentation. Et ça, c'est un truc intéressant, c'est que jusqu'à présent, c'était que les médecins spécialistes. Donc il fallait être oncologue, neurologue, etc. Maintenant, l'évolution, avec le document qu'on a reçu tout à l'heure, c'est qu'en étant médecin généraliste dans un centre de la douleur, on pourra prescrire du cannabis. Donc c'est plus une rupture sur est-ce que le médecin est spécialiste ou non, c'est maintenant tous les médecins des centres de référence. Donc ça, c'est un point positif. Troisième point, ça c'est une information plutôt qui va apparaître dans les prochains jours. Les membres du comité se sont déjà exprimés et ont déjà rencontré les personnes de leur domaine. C'est-à-dire qu'on a des spécialistes de la douleur qui ont rencontré des centres de la douleur. Et la plupart des retours sont positifs. C'est-à-dire qu'a priori, ce que va dire l'Agence du médicament, je pense, dans quelques jours en plus, c'est qu'il y a déjà des centres et des médecins référents qui sont prêts à participer à l'expérimentation. Donc les prescripteurs ne devraient pas être un problème. Maintenant, sur le modèle de l'expérimentation, ça ne bouge pas. Donc on reste sur 2 ans. Donc 6 mois d'inclusion. Après, je ne sais plus les phases, mais de toute façon, les phases ont été rendues publiques. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Si je peux me permettre de parler au nom du collectif donc Alternative pour le cannabis thérapeutique qu'on représente, donc il y a un groupe d'associations de patients et de personnalités qui travaillent sur la question. La première chose qu'on dit, c'est que c'est une avancée historique, cette expérimentation. Parce qu'après l'expérimentation, il y aura généralisation. Et donc on va d'ores et déjà commencer à travailler sur la généralisation.
Deuxième élément, on considère en revanche que le nombre de patients va être important, il va être significatif. C'est pour ça qu'on va porter dans les prochaines semaines une demande auprès d'un certain nombre de députés, dont plusieurs déjà se sont fait l'écho, qui sera une demande spécifique pour avoir un budget déterminant pour cette expérimentation, afin qu'on puisse avoir un nombre de patients important. Ce n'est pas l'ANSM qui décide, ce n'est pas l'Agence du médicament qui décide le nombre de patients, ce sera le gouvernement avec le budget qu'il allouera. Donc on va essayer de pousser pour que le budget soit élevé. Troisième élément qu'on va donner, c'est qu'évidemment, c'est des conditions qui sont particulièrement restrictives. On nous a annoncé une expérimentation d'envergure nationale, on se retrouve davantage vers une sorte d'essai clinique élargi. Ce qui fait que les données qui seront recueillies ne seront peut-être pas suffisantes pour généraliser ensuite. Est-ce qu'à l'issue des 2 ans d'expérimentation, on sera réobligé de faire des expérimentations à nouveau? Ça va être difficile. Enfin, on pense sur la méthode en général que l'ANSM prend peut-être le sujet à l'envers. C'est-à-dire que généralement, une expérimentation, il vaut mieux commencer sur un spectre large, avec beaucoup d'indications, des conditions ouvertes, pour pouvoir recueillir un maximum de données, et ensuite restreindre. Là, ce qui se passe, c'est qu'on commence de manière extrêmement restreinte, voire éventuellement à élargir plus tard. Le problème, c'est que demain, si on veut ajouter, pour parler des indications, le glaucome, les indications liées aux maladies psychiatriques, on va nous dire, d'un côté, il y a eu 2 ans d'expérimentation sur les indications, les premières, comment vous voulez en ajouter? Est-ce que la question, ça va être, est-ce que finalement, cette expérimentation ne va pas verrouiller le programme médical futur en France? C'est notre inquiétude. Dans tous les cas, c'est une avancée extrêmement importante qui est permise par des associations de patients principalement, qui est permise par un véritable engagement de l'UFCM, de Principes Actifs, du collectif Espoir un patient qui vient de se monter, d'autres structures et d'autres organisations. Donc c'est une avancée vraiment importante, c'est sûr. Maintenant, notre inquiétude, c'est qu'en effet, elle soit suivie de faits, d'une véritable évolution, et que derrière, on puisse avoir un vrai programme médical de cannabis en France, et au-delà de ça, une production française, et des produits traçabilisés en France, éventuellement peut-être en partenariat avec des entreprises américaines, peu importe. Mais ce qui nous semble essentiel, c'est que aujourd'hui, on avance, symboliquement, politiquement, c'est important, mais les conditions ne sont pas suffisantes pour qu'on soit satisfait. Voilà. Béchir, j'ai une question quand même importante à poser. Est-ce que le CSST et l'ANSM ont maintenu l'obligation pour les mineurs de fumer des joints? Non, en fait, l'ANSM préconise plutôt la cocaïne pour les jeunes en dessous de 12. Non, très sérieusement, sur l'âge, en revanche, élément important, ils ont dit que c'était n'importe quel âge. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus pour les adultes. Là, ils intègrent aussi les enfants, surtout sur la question de l'épilepsie. Sur le point précis de l'épilepsie, vu qu'on a déjà un médicament qui est disponible, ce qu'on va imaginer, ce qui va se produire dans les prochaines semaines, c'est que ne pourront être autorisés à obtenir de la fleur de cannabis que les patients qui auront déjà essayé l'Epidiolex, vous savez, la spécialité pharmaceutique. Et si l'Epidiolex ne fonctionne pas, il faudra passer sur l'expérimentation. Donc pareil, c'est plus restrictif, mais d'un autre côté, on élargit au niveau des patients. Après, c'est des informations qui sont sur le site de l'ANSM. Je vous en ai donné là des éléments en ayant lu le document récemment. Chacun se fait son avis et son analyse, et peut-être que ce que je donne est susceptible d'évoluer durant les prochaines semaines. A priori, on est arrêté. Et d'ailleurs, pardon, dernier élément, les conclusions de l'Agence du médicament ont été publiées le 21 juin ou le 19 juin. Et ils nous ont auditionné, les associations de patients et autres, mercredi. Et entre le document du 19 et le document d'aujourd'hui, il y a très peu de différence. Et donc ça, c'est quand même, d'un point de vue de la communication, d'un point de vue de la méthode, c'est-à-dire en fait, on auditionne les associations de patients que lorsque l'expérimentation est à peu près établie et que les conclusions sont déjà réalisées. Donc d'une certaine manière, ça c'est quand même une critique qu'on formule et que vous allez retrouver dans les médias, je pense, parce qu'on a déjà fait quelques retours là, il y a ces dernières minutes, notamment dans Libération, d'ailleurs, achetez Libération demain, évidemment. C'est qu'en effet, on trouve que cette méthode n'est pas la bonne, c'est-à-dire faire parler les associations de patients après les conclusions, sans tenir compte de leur point de vue, et on a fait un effort dans l'idée de faire des recommandations nombreuses, qu'il n'y en ait quasiment aucune qui a été retenue, c'est quand même assez aberrant. Voilà. Non. On n'est même pas sur un essai... L'élément de langage, c'est vrai que c'est essai clinique, c'est qu'on a l'impression que c'est un essai clinique, et c'est vrai, c'est que c'est très restrictif, etc. En revanche, il n'y aura pas contre placebo, c'est pas randomisé. Et les données qui seront recueillies ne sont pas des données cliniques, c'est des données qui seront recueillies pour vérifier si le système fonctionne. Et du coup, vu que le système de l'expérimentation ne représente pas le système de plus tard, en fait, les données semblent, dès le départ, compromises. Moi, j'avais juste deux petites questions. La
l'échantillon de malades, c'est ceux qui effectivement ont été résistants aux médicaments, ça veut dire qu'effectivement ils ont subi des protocoles médicamenteux qui n'ont pas fonctionné. Par ailleurs, ils se sont privés d'un apport peut-être de cannabis thérapeutique qui aurait pu les aider, par exemple de spasmes musculaires, etc., de maladies dégradantes qui sont dégradantes et qui, en finalité, rendent l'échantillon de malades plus atteint que d'autres. Donc il risque d'y avoir des résultats finalement qui pourraient être moins probants que si les malades étaient pris en amont. Donc ça c'était ma première question. Et ma deuxième question, je veux dire, Bertrand, lors de cette audition, demandait si il était possible que pendant cette phase d'expérimentation, que les associations de malades soient partie prenante de cette. Et donc j'aimerais savoir s'il y a une réponse à ça. Mais du coup, alors première remarque, du coup, c'est plus une remarque que vous faites sur la question de la représentation des résultats. Moi, écoutez, ce que je pense, c'est que, de toute façon, on a donné les éléments de critique et je pense que vous avez raison sur le caractère représentatif, parce qu'une expérimentation, elle existe pour qu'on en tire des résultats et des données, pour ensuite pouvoir établir des hypothèses et avoir des conclusions. Très concrètement, ça, c'est problématique. Il ne faut pas enlever, il ne faut pas que vous sortiez de la salle en vous disant que c'est tout noir. Je pense que c'est qu'on ait déjà moi, franchement, si vous m'aviez dit il y a 2 ans qu'on allait avoir une expérimentation du cannabis à usage médical en fleurs séchées en France, je ne vous aurais pas cru. Et même il y a 1 an encore, quand on était à l'Assemblée nationale avec Olivier Véran et qu'on faisait déjà une proposition auprès du ministère de la Santé, on s'imaginait à l'époque juste, vraiment, notre recommandation minimum, c'était il faudrait éventuellement réévaluer l'effet du Sativex. Donc qu'on arrive de là pour un résultat pareil aujourd'hui, c'est important. Évidemment, vous avez absolument raison. On ne comprend pas en fait l'intérêt politique. Si, l'intérêt politique de l'expérimentation, c'est qu'ils vont expérimenter pendant 2 ans et qu'à l'issue des 2 ans, ils vont dire il n'y a pas eu de problème et donc on va généraliser. Mais on ne voit pas en fait on voit pas la cohérence du truc. Parce que ils auraient très bien pu dire, en effet, on fait une expérimentation à 3000 patients, mais on fait des patients ultra représentatifs avec plusieurs indications, avec des files actives qui sont géographiquement étendues et avec des rapports d'essais cliniques concrets et probants et sans fixer comme condition la pharmacorésistance ou l'échec thérapeutique. C'est pas ce qu'ils décident de faire. Ils décident de faire quelque chose d'un peu plus restreint. Maintenant, moi j'ai envie de dire une chose, c'est que laissons-les voir, enfin laissons-les agir. On commentera évidemment au fur et à mesure. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, en effet, sur le papier, les éléments sont peut-être pas aussi impressionnants que l'ambition qu'on portait pour ce comité scientifique, même si évidemment il a fait un travail et qu'il a eu une méthode excellente. Comment ? Pardon ? Ah, la participation des associations, on n'a toujours pas été contacté, mais si vous avez un contact à l'ANSM, n'hésitez pas. Alors, le e-learning est validé, c'est-à-dire que les formations... Ah, et ça c'est intéressant, pardon, j'ai oublié de le dire. C'est pas simplement les médecins référents qui pourront se porter volontaires. Vous savez, en gros, pour être médecin et prescrire du cannabis avec l'expérimentation, il faudra participer à un centre de référence et suivre une formation. Là, il rajoute un truc intéressant. Les centres de référence peuvent se porter volontaires pour la formation. Donc c'est pas simplement moi, médecin de tel centre, c'est le centre en général qui va recevoir l'agence du médicament ou qui va recevoir une formation pour tous les médecins du centre. Écoutez, moi je dis une chose, pardon, oui. Moi j'ai envie de dire une chose, rien n'est impossible, comme disait Xavier Dolan, parce qu'il y a Véronique et des Québécois, rien n'est impossible à qui ose, rêve et n'abandonne jamais. J'espère qu'on apprendra un jour à lire l'anglais. Voilà. Bon.
En vrai, on va pas tomber dans la démagogie non plus. Ils ont fait quand même un travail. Enfin, ceux qui ont été sélectionnés là pour le comité scientifique, c'est des personnes qui étaient absolument pas dans le circuit, qui connaissaient absolument pas le sujet, ou en tout cas très peu, et qui ont fait un travail à la fois de rencontre, de discussion avec les autres agences, les autres autorités du médicament, et on peut pas leur enlever ça. On peut pas leur enlever le sérieux. Maintenant, ce qu'on peut en revanche critiquer, c'est ce qu'on met en évidence, c'est l'absence d'ambition dans le projet, c'est l'absence de prise de risque. Et en fait, finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment une prise de risque quand on a 91% de l'opinion publique qui est derrière nous. Et donc, c'est toute cette... si vous voulez, Raquel Perrault, qui intervenait l'an dernier au colloque de l'UFCM, disait il y a un temps des médecins qui est très long, il y a un temps du politique qui est long aussi, et il y a un temps des patients qui, lui, au contraire, est très court. Et ben, l'agence du médicament, elle est finalement entre ces deux temps, entre le temps du politique et le temps du médecin, et le temps de la science, et forcément, ça prend du temps. Maintenant, je pense qu'on peut déjà se satisfaire, franchement, de ce qui a déjà été réalisé. Après, évidemment, vous avez raison sur le fond. Ils auraient pu... nous, on aurait bien aimé que... Enfin, pour reprendre... l'expérimentation en France, elle date déjà de 20 ans. Hein. Je veux dire, les gens, ils expérimentent le cannabis depuis 20 ans. On a les chiffres de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Sur leur dernier recensement, établissent 800 000 usagers quotidiens. Selon les grandes lignes, les grandes statistiques disent que, l'OMS notamment, dit qu'en général, c'est un quart à un tiers des usagers sociaux qui sont des usagers médicaux. Donc vous comptez, en France, on est au moins à 250 000 personnes qui font déjà un usage médical du cannabis. Donc qu'il y ait 3 000 personnes de plus par la NSM, c'est pas énorme. En revanche, d'un point de vue politique, d'un point de vue de l'espoir que ça représente, d'un point de vue de l'évolution, vous avez vu, tout le monde l'a dit aujourd'hui, mais à la fois les intervenants de ce matin sur la recherche, etc., on quitte vraiment un monde ancien et on arrive dans quelque chose de neuf. Et c'est vraiment une évolution positive. Je veux dire, on peut pas... voilà. Mais, évidemment, il y a toutes les limites et tous les défauts qu'on connaît. Je crois que vous leur avez tellement cassé les pieds. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils gagnent un petit peu de temps en cédant à la pression? Parce que là, la pression, elle est un peu mondiale. Enfin, je veux dire, il y a des tas de pays qui ont tellement avancé. Vous leur cassez les pieds, ils donnent un petit peu à s'arranger. Je ne minimise pas votre travail qui est énorme et dont peut tous vous remercier. Est-ce qu'il n'y a pas un effet au s'arranger qui va durer 2 ans et qui va un petit peu noyer le poisson? De toute façon, alors c'est pas notre travail. Enfin, moi en tout cas, c'est le travail des associations en général. Et oui, mais est-ce que c'est un de s'arranger? Je sais pas, Bertrand. Ouais, c'est une question. Oui, il y a un effet de pression. Alors moi, je pense que vous avez raison de jouer un peu l'amour. Oui, c'est ça. Ça va durer 2 ans. Ouais, j'ai vu. Oui. J'étais à Londres cette semaine, il y avait Cannabis Europa. Et puis moi, ma vision de ce qui se passe en France, en fait, je le vois plutôt positif. Je pense qu'au Royaume-Uni, ils ont noyé de poissons d'argent. Ils ont eu une grosse pression de certains patients, une tempête médiatique. Ils ont légalisé le cannabis thérapeutique. Et après quoi, 6 mois, c'était quoi, 6-7 mois? 6 mois. Il y a plus de compagnies qui veulent vendre du cannabis que de patients qui en reçoivent. Parce qu'il n'y a pas eu de mécanisme de mise en place, pas eu de rigueur dans le système. Tandis qu'en France, je pense qu'on fait un travail qui, oui, c'est pas parfait. Hein. Il y a des lacunes, il va y avoir des patients qui vont crier, qui vont vouloir avoir accès à l'expérimentation, que moi j'appelle plus comme projet pilote. Parce que l'expérimentation, tout le monde pense à l'expérience clinique, c'est pas le cas. Mais je pense que, moi, selon moi, quand je dis ça, il y a une volonté de l'État de vraiment mettre en place des mécaniques, de comprendre comment on peut le faire, travailler avec les acteurs, les médecins, les pharmaciens, les patients. Non, c'est pas parfait, mais moi, je le vois plus comme une intention positive qui demande à tout le monde il y a un travail colossal à faire durant ces 2 ans-là, mais je le vois positivement. Vous avez raison. Moi, je sais pas. Enfin, pour moi, je sais pas si moi, à titre perso, je le vois pas vraiment comme un truc positif. Même si c'est vrai que cette année, c'est une année charnière pour l'organisation du cannabis médical en France. Mais enfin, je veux dire, moi, à ce rythme-là, j'ai le temps de mourir 55 fois avant de sortir de l'illégalité, quoi. Je veux dire, de toute façon, je suis pas concerné par les essais cliniques. Comme beaucoup de patients du FCM, on n'est pas concerné par ces essais cliniques. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'une des demandes qu'on avait fait à la NSM, c'est-à-dire que les médecins
qui prescrivent déjà à des patients qui ne sont pas concernés, et dont les pathologies n'ont pas été retenues, puissent le faire quand même dans le cadre de cette expérimentation, parce que ça fait déjà des années qu'ils prescrivent, et que donc c'est un petit peu ridicule de les laisser en dehors, parce que là, du coup, on se retrouve avec une expérimentation légale qui commence dans 6 mois, et une expérimentation illégale qui a commencé il y a 5 ou 10 ans, et finalement, qu'est-ce qui va se faire? Il va y avoir toujours des médecins qui vont prescrire à des malades qui n'ont pas été choisis par la NSM, et ça sera illégal. Et il y aura des patients qui auront le droit et qui seront légaux, et parce que leur pathologie aura été retenue. Pour moi, c'est pas vraiment un progrès, cette décision de la NSM, et je regrette un peu que les propositions qui ont été faites par les associations de patients, par le collectif que je représentais avec Principe Actif il y a 2 jours à la NSM, je regrette vraiment, et même l'intervention de Mado qui représentait l'association Apaisée n'ait pas été retenue non plus, parce que je pense que s'ils ne nous écoutent pas, ou s'ils nous écoutent aussi peu que ça, qu'est-ce qu'on a nous comme choix? On va faire comme en Angleterre finalement. On va continuer à développer des réseaux underground d'entraide entre malades, et leur expérimentation, en fin de compte, elle va faire flop. À part les quelques patients légalistes qui vont vouloir rentrer dedans, les patients qui ont déjà des solutions, ils ne vont pas aller voir leurs spécialistes, et les spécialistes, ils feront pas, ce qu'on attend d'eux, ils ne pourront pas le faire, puisqu'il n'y aura pas finalement suffisamment de patients pour rentrer dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que justement, l'objectif d'une régulation, c'est justement de répondre à la fois aux patients actuels, aux usagers actuels, ceux qui sont déjà dans une consommation et qui ont besoin d'être accompagnés, et aux usagers futurs. Aujourd'hui, les usagers, qui expérimentation ou pas, ça ne change rien. Et donc, nous, ce qu'on considère, de manière générale, je pense, dans les associations historiques du mouvement, en général même, c'est que d'abord, la première étape, c'est la dépénalisation. C'est que d'abord, on mette un terme aux poursuites. Et ensuite, qu'il y ait une discussion sur un programme médical, évidemment, qu'il y ait une expérimentation, pourquoi pas. Mais que d'abord, on mette un terme aux poursuites. Et ensuite, qu'on apporte un accès à un produit qui est traçabilisé, un produit qui est sécurisé, qui est réalisé dans des conditions les meilleures, dans les conditions d'un médicament. Et donc finalement, voilà, le problème de l'expérimentation, il est là, c'est qu'elle répond partiellement à l'un des 2 sujets, c'est-à-dire à la mise en place d'un programme futur. Elle ne répond ni à la situation actuelle des patients, ni à un éventuel besoin des patients en général en France, dans le cadre d'une généralisation. Donc toute la question, ça va être, avec ça, qu'est-ce qu'on fait dans 2 ans? Parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait aussi soulevé lors des auditions il y a 2 jours. Et c'est pour ça qu'on leur avait demandé de plutôt essayer de créer une agence plutôt qu'un fichier, c'est-à-dire quelque chose qui soit du type du bureau du cannabis médical aux Pays-Bas, et qui soit adossé au ministère de la Santé, plutôt qu'un fichier qui soit adossé à la loi de 70 et aux 3 ministères qui gèrent la consommation des drogues en France, quoi. C'est un truc qu'on leur a demandé. Donc nous, on espérait quand même que ces points-là soient retenus. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc voilà. 2 petites choses avant de vous laisser partir. D'abord, si vous pouvez juste ne pas laisser les bouteilles d'eau dans l'amphi, parce que ça m'évitera de faire le tour de l'amphi. J'ai mal aux jambes là ce soir. Et une petite communication interne donc, pour les intervenants du colloque et les membres d'Action Sidaville qui sont dans la salle encore, et que je remercie encore une fois pour leur aide depuis 8 ans. Le repas ce soir à 8h, à 20h, on vous attend tous au restaurant. Et voilà. Et donc je vous remercie d'avoir testé le four de la faculté de pharmacie et d'avoir tenu toute la journée dans ces conditions-là. On aurait bien aimé qu'il y ait une clim. On va pousser auprès du doyen pour que l'année prochaine il y en ait une, et on vous donne donc rendez-vous l'année prochaine. Vous pouvez applaudir avec Christian et Bertrand qui ont fait un travail exceptionnel.